Bonjour à toutes et tous. On est super contente et content de vous parler ce matin de la coalition La Déroute des routes. Vous connaissez sûrement le projet de lien contre lequel se mobilise le collectif SOS Oulala ici et puis plein d'autres organisations qui soutiennent cette mobilisation à laquelle on va participer ensemble ce week-end. Et nous, on réunit dans notre coalition donc, qui s'appelle La Déroute des routes 55 collectifs qui, comme ici SOS Oulala, se mobilisent à la fois contre des projets routiers destructeurs chez eux, mais aussi plus globalement pour demander un moratoire sur tous les projets routiers. C'est la demande que nous, on porte en tant que coalition. Et on va vous expliquer pendant ce temps de partage pourquoi ça fait sens pour nous de porter cette proposition-là. Peut-être quelques éléments de présentation de la coalition en introduction, et puis je vais essayer de ne pas être longue parce qu'on a 1 heure de retard. Bon, ça va. Mais on va éviter de trop creuser ce retard. Donc nous, on existe depuis janvier 2022. On est donc 55 collectifs aujourd'hui. On s'est rencontrés pour la première fois donc en janvier, il y a 1 an et demi, en se disant tout simplement, on était quelques-uns à avoir envie de faire ça. On a récupéré sur la carte des luttes locales de Reporters toutes les adresses mail des collectifs en lutte contre des projets routiers qu'on pouvait trouver. On a envoyé un mail à tous ces collectifs en disant « Hey, salut, ça vous dirait qu'on discute de nos luttes ?» Et voilà, 1 an et demi plus tard, on en est aujourd'hui là, avec cette coalition nationale qui grandit, qui prend aussi du rapport de force. On y reviendra notamment en conclusion sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en ce moment pour la déroute en termes de mobilisation. Mais peut-être pour vous donner quelques éléments de quand on s'est rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé ? Et quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte que nos luttes, elles se ressemblaient beaucoup. Et que à la fois, je l'ai dit tout à l'heure dans la conférence de presse, mais les routes en fait ne sont pas des objets isolés qui n'ont pas de communication les uns avec les autres et qui seraient uniquement des infrastructures neutres pensées pour répondre à des besoins rationnels, etc. Nous, ce dont on s'est rendu compte très vite en croisant nos projets, en les mettant tous sur une carte et tout ça, c'est qu'en fait, ces routes, elles font système et que ces routes, elles sont aussi des objets politiques, qu'elles sont la matérialisation d'une certaine idéologie de développement économique, d'aménagement du territoire. Et voilà. Et donc, comme ces projets-là font système, nous, c'était hyper important pour nous et ça nous est apparu assez évident que nos luttes aussi commencent à faire système et qu'on arrive en fait ensemble en croisant nos expériences, en croisant aussi nos analyses de ce qui se passe nous localement sur les projets contre lesquels on se bat, de réussir à construire des argumentaires communs. Un truc très simple par exemple, c'est qu'on s'est rendu compte que partout les porteurs de projets utilisent trois arguments, j'allais dire 3 ingrédients, mais j'aurais presque pu le dire parce que c'est limite un peu ça, quoi. C'est vraiment 3 arguments. La recette magique pour porter un projet routier, c'est de parler de fluidification, de désenclavement et de développement économique. Sur les 2 premiers, ça peut un peu varier selon le territoire, si on est en zone urbaine ou en zone plus rurale. Mais globalement, ces 3 arguments-là, ils sont faux ou mensongers. Sur la fluidification, on y reviendra très rapidement après, mais voilà, depuis les années 60, il y a une forme de consensus scientifique sur le fait qu'à chaque fois qu'on construit une nouvelle route, ça finit par créer plus de trafic. Voilà, c'est 10% à court terme, 20% à long terme, parce que tout simplement, les gens changent leur mode de vie. Puisque je peux finalement prendre cette route pour aller à l'école, et en fait, je vais habiter plus loin. Et donc, de fait, ça fait plus de voitures sur les routes. Et donc, on en revient toujours à plus de bouchons. Donc, sur la fluidification, Anna le disait tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez déjà vu un périph' sans bouchon. Ça n'existe pas. Et pour cause, c'est le principe même du périph' et de la nouvelle route d'amener plus de circulation. Donc voilà, premier argument que, en fait, en croisant assez vite nos expériences, on s'est rendu compte que c'était assez facile d'y opposer une réponse un peu plus construite que celle qui est portée par les gens qui défendent les routes. Ensuite, la question du désenclavement. Alors ça, pareil, on y reviendra plus longuement après. Mais sur la question du désenclavement, aujourd'hui, et l'exemple de Castres-Toulouse est assez parlant là-dessus, faire croire à des gens qui sont dans des situations économiques de plus en plus précaires, pour qui la voiture est un moyen de transport de plus en plus cher, qu'en construisant une autoroute à péage qui va les obliger à prendre leur voiture et à payer une somme à un concessionnaire quotidiennement, ce serait leur donner accès à une mobilité plus simple. C'est quand même un mensonge qui est non seulement assez grossier, mais en plus assez... je vais pas utiliser... Enfin voilà, c'est grave aujourd'hui, étant donné la situation dans laquelle se trouvent les gens et qui ont besoin vraiment de réponses.
Donc sur la question du désenclavement, ça c'est un élément, et après nos camarades déçus qui iront plus longuement sur cette question-là. Et sur la question du développement économique, ça c'est sûr. Une route, ça crée du développement économique, ça crée des nouvelles zones d'activité, ça crée des nouveaux besoins, ça crée plus de circulation de poids lourds, plus de circulation de marchandises, ça crée du PIB, ça crée de la croissance. Après, à quel prix? Et est-ce que c'est ce modèle de développement économique qu'on souhaite et qu'on veut aujourd'hui? Nous, on considère que non. Et donc, ne serait-ce que voilà, ces trois arguments-là, de réussir à les croiser ensemble, à les déconstruire aussi ensemble, ça nous a conduit à nous dire, en fait, il faut porter cette proposition de moratoire. C'est la seule proposition qui est pertinente aujourd'hui pour stopper les destructions qui sont en cours partout. Il y a plein de projets sur lesquels il y a des destructions qui sont en cours. Il y a plein de projets sur lesquels il y a des budgets qui devraient être alloués à des politiques publiques qui sont provisionnés par les collectivités pour construire des routes alors qu'ils devraient être mis ailleurs. Donc en fait, le désastre, il est en cours aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut faire stop et c'est maintenant qu'il faut réfléchir avant de tout bétonner. Et donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. On est plusieurs collectifs, je pense 5 ou 6 ou 7 à être présents ce week-end aux côtés du collectif SOS Oulala. On a été présents ensemble l'année dernière lors des grandes mobilisations contre les autoroutes A69 et A133, A134 dans le cadre de la saison des soulèvements de la Terre. Il y a plus de 12 000 personnes qui ont rejoint ces mobilisations le printemps dernier. Le week-end prochain, on se retrouve aussi à Montpellier, à Castres-Toulouse. On a lancé une saison de mobilisation, un automne de mobilisation en septembre, avec 14 dates. La mobilisation contre les projets routiers, elle est déterminée, elle est active, elle porte ses fruits. Cette proposition de moratoire, elle est de plus en plus audible, et on y reviendra tout à l'heure. Et voilà, donc on voulait un peu, avec ce temps de conférence, pouvoir vous expliquer pourquoi est-ce qu'on d'expliciter un peu des choses que j'ai survolées très rapidement là dans cette introduction, et en espérant que ça pourra vous convaincre vous aussi de l'importance de se mobiliser contre ces routes ici, mais aussi partout ailleurs. Et pour commencer, je vais. Est-ce qu'on se présente d'abord ou pas? Oui, on peut se présenter chacun. Ah ouais. Au fur et à mesure, on se présentera parce qu'on est tous et toutes ici d'un collectif différent ailleurs, et donc on vous dira aussi d'où on vient. Et moi, donc je peux le dire, moi je fais partie du collectif non à la 133, à 134, donc le projet d'autoroute à l'est de Rouen, enfin voilà, je n'ai rien de plus à dire là-dessus, vous connaissez peut-être ce sujet, mais en tout cas, je suis venue d'un peu loin, mais je suis venue en train. Et je passe la parole à Sébastien qui va nous parler plus particulièrement de ce qu'on développe comme argumentaire autour des questions de destruction de la biodiversité et d'impact climatique et voilà, d'impact environnementaux au global. Merci Enora. Moi je suis Sébastien, je viens du collectif Axe Vert de la Ramée. On se bat contre un projet routier près de Toulouse, un autre projet routier que l'autoroute Toulouse-Castres. On en a plusieurs sur Toulouse. Voilà. Et là, je vais vous parler des impacts des projets routiers sur l'environnement. Donc, les dizaines de projets routiers dont a parlé Nora, les dizaines de projets routiers qu'on combat, en fait, ils ont des impacts communs sur les atteintes à l'environnement. On peut parler d'abord de l'impact sur le changement climatique. Donc, les routes, quand on les construit, on va émettre des gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de matériaux. On va avoir des carrières pour aller chercher ces matériaux. On va construire des usines à bitume, fabriquer du bitume. Tout ça, c'est de l'énergie. Tout ça, finalement, c'est de la consommation de carburant, voire de charbon dans certains pays, donc pour aller fabriquer ces routes. Ensuite, on va avoir la maintenance de ces routes. En France, on est très fort pour ça. On veut avoir le réseau routier dans un état impeccable. Donc, tous les quelques années, on va refaire les routes. Donc, ce qu'on disait avant sur les carrières, sur le bitume, ça revient tous les quelques années. Et après, à chaque fois qu'on crée des routes, on invite les gens à utiliser davantage la voiture ou le véhicule motorisé. Et donc, on va avoir un effet même sur la construction de ces véhicules et sur l'utilisation de ces véhicules. On va les augmenter. Voilà. Donc, tout ça, c'est des impacts, directs ou indirects, sur les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on va avoir des impacts sur la biodiversité. Construire des routes, c'est détruire des arbres, c'est couper de la végétation, c'est artificialiser des sols. Et donc, à chaque fois qu'on fait ça, on prive, par exemple, les animaux de leur habitat, en plus des espèces végétales directement détruites par cette construction. On va directement priver les animaux de leur habitat, mais on va aussi empêcher certains animaux de traverser la route, finalement, parce que leur écosystème sera fragmenté. Donc, ils vont vivre dans des espaces plus petits.
ce qui fait qu'on va avoir une moindre diversité génétique aussi. Par ailleurs, on a des effets directs des routes sur la mortalité animale. Il y a des animaux qui sont directement tués par les véhicules motorisés. Donc tout ça, ça contribue à la baisse de la biodiversité. Il faut bien sûr parler des végétaux aussi. Hein. Il y a des espèces végétales menacées qui sont aussi détruites quand on construit des routes. On va avoir des impacts locaux sur la pollution de l'air, par exemple. Donc la construction des routes, mais aussi l'utilisation des véhicules thermiques ont un effet direct sur la qualité de l'air, donc oxyde d'azote, particules, composés organiques volatiles. Tout ça, finalement, ça augmente quand on utilise des véhicules thermiques. Les particules, le problème n'est pas résolu par l'utilisation de véhicules électriques, puisque finalement, ils sont généralement plus lourds. Et donc, on va avoir des particules émises par le freinage et par l'usure des pneus, qui sont même supérieures à ce qu'on voit pour les véhicules thermiques. Après, on va avoir un effet sur la qualité de l'eau. Quand on construit des routes, finalement, il y a des phénomènes de ruissellement qui font qu'on va avoir des polluants dans l'eau qui vont se déverser ensuite dans les cours d'eau. Voilà, donc tous ces impacts, ils sont nombreux, ils sont communs à tous les projets routiers. Il y a aussi des impacts sur les paysages. Hein. Il suffit de regarder là en sortant, finalement, on a des paysages qui sont dévastés et ça fait aussi partie des impacts environnementaux. Hein. On peut dire que chacun a le droit de vivre dans un endroit non dévasté, dans un bel endroit. Voilà. Donc même si c'est dur à quantifier, ça existe aussi. Bon. J'en ai sûrement oublié des impacts. Enfin, on pourrait citer aussi tout ce qui est impact sur la consommation énergétique. Hein. La voiture est par essence non efficace du point de vue énergétique. On déplace 2 tonnes en gros pour 100 kg de charge utile. Donc voilà, il faut aller vers des véhicules plus efficaces du point de vue énergétique. Donc du point de vue sobriété, c'est pas génial non plus ce système routier. Ouais. Je te laisse compléter. Juste pour compléter sur la biodiversité, en fait, il faut, si on prend l'exemple d'une zone humide, en plus de capter du CO2, c'est des zones où on va trouver énormément de biodiversité. Cette biodiversité, elle est nécessaire à toute la suite de la chaîne alimentaire. Donc en fait, des insectes, par exemple, une perte de biodiversité au niveau des insectes va avoir des conséquences sur tout le reste de la chaîne alimentaire. Donc au niveau des zones humides, c'est des zones où on va trouver énormément donc de petits insectes qui vont être, on appelle ça le plancton aérien. Et donc ce plancton aérien va ensuite nourrir des amphibiens, des oiseaux, etc. Donc la destruction de ces habitats va avoir des impacts qui vont aller bien au-delà de juste cet espace-là. Et on n'a pas une réelle compréhension de ces impacts. C'était juste pour compléter ça. Oui, les îlots de chaleur urbains, voilà. Bon, enfin, on voit qu'il y a quand même une quantité de conséquences désastreuses des routes qui s'empilent et en logique un peu, en logique un peu maîtresse de ce développement incontrôlé des routes et de leurs impacts. Il y a cette question de la métropolisation. Alors ici, et je vais laisser la parole à Anna, du coup, qui connaît bien ce sujet, puisque ici, par exemple, dans le cas du lien, c'est une thématique, c'est un sujet qui est important, cette question de la métropolisation, mais c'est aussi vrai un peu dans plein d'autres endroits. Et plus globalement, les routes participent à ça, donc je te laisse le dire. Et tu es de quel collectif, toi ? Suspense. Non, du coup, je suis Anna du collectif SOS Oulala et maintenant BTP, qui s'est agrandi. On est plein maintenant, c'est incroyable. Donc, en fait, effectivement, les routes, elles ont plusieurs impacts. Enfin, elles ont plusieurs objectifs en réalité. Donc, c'est un objectif suspense dont Enora peut parler, qui est le commerce international de marchandises, c'est-à-dire un maillage européen de réseaux routiers. Et de métropolisation, d'étalement urbain et plus généralement de phénomènes de métropolisation. Je vais faire des allers-retours entre les deux termes parce qu'en réalité, l'étalement urbain est un morceau de la métropolisation, mais la question de la métropolisation est quelque chose qui nous touche tous, y compris en vivant en centre-ville, y compris en vivant loin dans l'arrière-pays. Une route, c'est une infrastructure militaire et coloniale. C'est comme ça qu'elle a été imaginée au départ.
Les premières routes romaines, c'est pour amener l'armée et ensuite pour pouvoir extraire les marchandises des lieux. Je fais le parallèle parce que en France, on aime bien dire non, mais quand même, dans les colonies, on a fait des choses bien, on a fait notamment des routes. C'est amusant, parce qu'en fait, c'est pas vraiment pour la population locale, hein, comme d'habitude. En fait, c'est pour pouvoir effectivement amener les militaires et ensuite extraire les matières premières et les personnes, la matière première de travail des endroits colonisés. Et donc, elle a toujours cette fonction, aujourd'hui, de colonisation de nouveaux espaces qui ne sont pas encore construits et pas encore asservis à la métropole. Parce que c'est le front pionnier de l'urbanisation. Tout simplement parce que si on veut construire, on a besoin d'avoir un accès, évidemment un accès routier. Donc c'est la première chose. Si on veut, voilà, donc on fait d'abord une route. Donc d'abord une première vague d'urbanisation. En général, les métropoles, elles sont construites autour d'un cercle concentrique qui est au centre-ville, un centre-ville historique piéton, rénové comme un musée, dépourvu d'habitants, avec des commerces, des magasins, des musées, tout ça. Des banques, oui, et de l'administration aussi. Ensuite, une couronne d'habitation assez riche, en général. Ensuite, autour, on a une zone, des banlieues. Ensuite, on a des zones commerciales. Et un peu plus loin, en fait, la métropole a besoin de ressources telles l'alimentation, les matières premières et tout ça. Donc, en fait, ça va encore plus loin dans un rayon très grand d'asservissement des territoires. En fait, la métropole, voilà, et elle grandit sous ce cercle concentrique comme ça tout le temps, en repoussant les limites, c'est-à-dire en repoussant les quartiers chics toujours un peu plus loin. Donc, ça gentrifie les quartiers populaires. Les zones commerciales deviennent des quartiers populaires ou des quartiers d'habitation, ou voilà. Et les zones commerciales sont repoussées en périphérie. Et c'est nous, la périphérie, par exemple. Voilà, on est la lisière. Donc voilà, première étape. Et en fait, donc la route est l'élément nécessaire pour tout ça. Et elle permet en fait un asservissement des territoires éloignés à la métropole. Ce que nous, ce qu'on constate, c'est que les villages, notamment qui sont reliés par les grands axes routiers, ne sont plus des villages, mais deviennent des banlieues dortoirs de la métropole. Donc c'est aussi une lutte sur les manières de vivre et les manières d'habiter notre territoire, ce pourquoi on s'oppose à ces projets. Parce que la route, elle amène une sectorisation des activités, avec des endroits où on habite, des endroits où on travaille, qui sont éloignés, des endroits où on va faire ses courses, des endroits où on va pour les loisirs, et les services publics aussi, les hôpitaux, tout ça, qui sont de plus en plus concentrés. Et tout ça, on va le faire avec une voiture, puisque tout est organisé autour de ça, en fait. C'était quoi la phrase de Jaurès que tu as dit tout à l'heure, qui était trop bien ? Par les bourgeois. Oui, parce que c'est, on dit souvent que, enfin là, en ce moment, on nous dit beaucoup, oui, vous êtes contre le progrès, la voiture, c'est vraiment super, c'est un outil d'émancipation individuelle, de liberté et tout. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Jaurès, qui certes était quelqu'un de politisé, mais disait au début du siècle, quand la voiture commençait à prendre justement cette place, la place qu'elle occupe un peu partout dans nos villes et dans nos vies, et puis dans l'espace plus globalement, il disait, mais en fait, attention, parce que cet outil, la voiture, c'est un outil d'accaparement de l'espace pour la bourgeoisie. Et ça n'a pas changé. Et voilà, et c'est pas nous qui l'avons inventé. Oui, voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'oppose aux routes, parce qu'en fait, bloquer un accès routier bloque en amont toute une vague d'urbanisation, qui est après beaucoup plus difficile à bloquer, en fait. Une fois qu'on a l'accès, après, ça suppose d'être sur le terrain sur toutes les luttes, tout l'accaparement, tous les entrepôts logistiques qui vont se construire, tout ce genre de choses. Et voilà. Donc nous, dans le lien précisément, en fait, ça va faire la liaison entre les autoroutes. Et du coup, c'est l'endroit parfait pour les entrepôts logistiques, notamment, et les zones commerciales. On ne va pas se leurrer, c'est ça qui va se construire ici, puisque le sud de Montpellier est plein. Donc nous, voilà, et on voudrait rester des villages, et non pas devenir des villages dortoirs asservis à la métropole. Tu veux faire la transition ? Je le fais sur l'accaparement. Voilà, parce que du coup, avec l'urbanisation, le pendant, évidemment, c'est l'accaparement foncier et la prédation foncière sur les terres agricoles et les communs, par le privé, et du coup c'est une marchandisation des espaces. Alain, donc Confédération paysanne du Tarn et nationale d'ailleurs. Déjà tu m'as mangé un peu de ce que j'avais à dire, mais c'est pas grave. Effectivement, je pense que
Ce que je voulais dire, entre autres, c'est que la terre agricole, c'est une matière première pour investir pour les capitalistes. Alors là, tu l'as très bien dit, je ne vais pas revenir dessus. Il faut savoir ce que je disais tout à l'heure, mais là, peut-être je mange un peu la baraque à la copine des sucres. Quand je vivais au village, il y avait tout sur place. Il y avait le café, le maréchal Ferrand, l'épicier, les paysans, bien sûr. Bien sûr, l'école aussi, d'ailleurs, parce que ça disparaît, ça aussi un peu. Et toute l'activité était concentrée dans un très petit périmètre. Le mercredi, on allait au marché à Agen, à 15 km. Les femmes vendaient les poulets, les lapins, les œufs. Le paysan, il vendait ses vaches, ou ses veaux au maquignon du coin. C'était une économie qui échappait complètement au système capitaliste. Et ça, il fallait que ça change. Ce n'était pas supportable parce qu'il fallait donc introduire, pour le coup, une activité qui est tout à fait parasitaire dans ce genre de domaine. Ça l'est moins pour construire des automobiles, mais bon, on peut guère faire autrement que des grosses usines en général, quoique. Mais en tout cas, pour tout ce qui touchait à l'activité agricole, donc à la bouffe et tout ça, il fallait introduire l'industrie, donc industrialiser l'agriculture, et là aussi accroître toutes les distances. Il faut savoir que, en plus, là où ils nous mentent aussi, c'est quand on vous dit, par exemple, l'autoroute Castres-Toulouse, c'est 300 hectares. Non, c'est pas 300 hectares. C'est 1000 hectares, parce que avec tout ce qu'il faut construire à côté, mais aussi tous les équipements qu'il va falloir renforcer, parce que nous, on est obligé d'agrandir des routes pour faire passer des camions qui n'y passaient pas à ce moment-là. Il faut dévier des villages où il n'y avait pas une grosse circulation. Et tout est à l'avenant, c'est-à-dire que les dégâts, en plus, il faut savoir que c'est dans les meilleures terres, parce que dans le cas de l'autoroute Castres-Toulouse, en gros, il y a une route nationale qui pratiquement est presque toute droite de Castres à Toulouse. Ah, bon, il y a quelques virages, mais c'est presque rien. Donc, il suffit de l'améliorer, et voilà. Et c'est presque toujours l'urbanisation, elle se fait au détriment des meilleures terres agricoles dans les meilleures vallées. Et ça, c'est important, moi, je vous dis, en tant que paysan. Après, on verra aussi, mais ça sera plutôt demain, c'est que, effectivement, pourquoi est-ce que tout le monde se révolte contre tous ces projets et que la révolte va aussi loin, jusqu'à mettre éventuellement sa vie en péril? Je crois qu'il y a une bonne réflexion à avoir là-dessus. Et Alain, donc, qui est aussi membre du collectif La Voix est libre, mobilisé contre le projet d'A69, dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps. Et Olga, qui nous a rejoint également. Alain a d'ailleurs un petit peu divulgaché, non mais c'est pas gâché, mais la suite de cette conférence, puisqu'après on vous mettra un petit peu en réflexion par petits groupes pour essayer, là on apporte des constats communs. Et en fait, il y a plein de choses qui pourraient être imaginées à la place de ces projets routiers. Il y a plein d'imaginaires qui pourraient être créés aussi à la place de ceux du système et du monde dans lequel on vit aujourd'hui et dont les routes sont aussi un symbole. Et donc après, on vous proposera de réfléchir ensemble à ces différents imaginaires et à toutes ces choses qui pourraient exister quand les routes n'existeront pas et que ces projets ne se feront pas. On a parlé un peu donc de prédation, notamment foncière là. Les terres agricoles, c'est pas le seul commun qui est accaparé par ces projets. Et je vous laisse la suite. Et vous faites partie de quel collectif ? Alors, on fait partie du collectif La Lutte des Sucs. Donc, on est basé en Haute-Loire, entre l'Ardèche et la Loire. Et donc, on lutte contre un projet autoroutier de 2 fois 2 voies qui est porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes, coûte que coûte, et ils veulent détruire, et ils ne le feront pas, 190 hectares d'espaces naturels et agricoles. Donc, sur cet accaparement donc, des terres agricoles, donc c'est des espaces où on va produire de la nourriture qui va nous permettre d'avoir une certaine autonomie, une autodétermination. Et on a aussi de l'accaparement de communs, autre que la nourriture, ou les espaces de production de nourriture, ça va être l'air et l'eau, par exemple. Donc au niveau de l'air, on va avoir des forêts, des zones humides qui vont nous permettre
de respirer et de participer à la production d'oxygène, qui vont, les biens, ces forêts, ces zones humides à proprement parler vont être accaparées, elles vont être potentiellement privatisées, mais leur gestion aussi va être en quelque sorte accaparée par d'autres acteurs que les habitants et les habitantes. Au niveau de l'eau, c'est encore plus clair, où on va avoir des sources et des cours d'eau qui vont être coupés. Aujourd'hui, si on prend le cas donc des Sucs et de la Haute-Loire, le secteur entre Le Pertuis et Saint-Austien, on a beaucoup d'habitants et d'habitantes qui ont des potagers et des nombreuses sources dans ces villages. On appelle ça des bachas. Et donc dans chaque petit hameau, on va avoir une source d'eau qui est complètement gratuite et qui est commune à tous les habitants de ce hameau. Donc ils vont pouvoir arroser leur potager, abreuver les bêtes, etc. Donc il y a une certaine autonomie, une autodétermination de ces personnes-là. Elles ne dépendent pas du réseau d'eau qui va être géré ensuite par une entité. Donc si on imagine la construction d'une route, on va avoir toutes les sources en amont qui vont être donc canalisées afin d'éviter donc la route. Donc elles vont être canalisées, ce qui va entraîner une accélération du cours de l'eau. Tous les petits cours d'eau également vont être scindés. Donc si vous regardez un petit peu tous les documents des routes, ils parlent de scindement des cours d'eau. Donc en fait, on va reprofiler ces cours d'eau, on va les dévier et on va les canaliser, les mettre dans des buses, mettre du béton. Et ce qui se passe, c'est que l'eau accélère. Donc artificialisation, c'est égal à accélération de la course de l'eau vers l'océan. Et c'est un des enjeux très importants, notamment donc, dans notre région où on a des nappes phréatiques très réduites. On a un sol qui est volcanique et granitique. Donc il y a très peu de réserves d'eau. Simplement sous les volcans, sous nos sucs, on a des petits lacs, mais dont la capacité d'absorption et sans pluie, assez rapidement, on se retrouve à court. Donc cet été, l'été dernier, on avait des villages qui n'avaient plus d'eau et donc qui étaient approvisionnés en camions-citernes. On a beau être dans une zone de montagne, très verte jusque-là, et ben en fait, on se rend compte que nos réserves d'eau sont réduites à peau de chagrin parce que cette eau accélère. Donc l'enjeu, c'est vraiment de ralentir cette eau, qu'elle prenne son temps, qu'elle soit absorbée par des zones humides. La zone humide, ça va servir d'éponge et elle va rendre l'eau progressivement au compte-gouttes. Et donc, ces routes-là vont artificialiser, accélérer le cours de l'eau. Et pour toute l'eau qui est en aval de cette route, eh ben, on va avoir des zones asséchées. Donc, l'enjeu de ces routes sur les biens communs est énorme, et notamment sur l'eau. Et on a de nombreux collectifs aussi en dehors des routes qui luttent. On pense à nos amis de Nobassaran. Voilà pour cette partie-là. Bon, moi, c'est moins flagrant, mais c'est aussi la lutte des Sucs. Je vais revenir un peu sur des choses qui ont été évoquées en introduction et dans la partie sur la métropolisation. Comme vous l'avez compris, si vous situez un peu la Haute-Loire, nous, le projet contre lequel on lutte, c'est un projet de déviation et de passage en 2 fois 2 voies de la RN 88. Alors ça vous parle peut-être davantage, bien qu'elle ne vienne pas jusqu'ici, mais quand même, c'est une nationale qui relie Saint-Étienne à Toulouse. Donc l'axe derrière ce projet, on le comprend bien, c'est la péninsule ibérique pour l'Europe de l'Est. Et nous, au milieu de ça, on est en zone rurale, comme ça vient d'être expliqué ou évoqué. On est aux alentours, en zone de montagne, à environ 1000 mètres, entre 800 et 1000 mètres. Et on est, grosso modo, à 40 minutes de Saint-Étienne et à 1 heure de Lyon, 1h15, 1h20 de Lyon. Et demie du centre-ville, disons. 1h30 du centre-ville de Lyon. Et
Ces routes, en fait, comme ça a déjà été évoqué, évidemment, elles permettent aux gens privilégiés qui possèdent des véhicules, qui peuvent se fournir en énergie très chère pour les faire rouler, de se déplacer. C'est donc là déjà, on construit des routes très chères pour qu'une seule partie de la population. Je pense que vous l'avez bien compris, il y a des gens qui sont exclus de l'usage des routes, qui ne sont pas des usagers des routes. Et ces gens, ils sont parfois des habitants des zones urbaines, mais ils peuvent aussi être des habitants de la ruralité. C'est un faux sujet, je pense, que d'opposer la ville et la campagne sur le sujet des routes. Il y a des choses communes entre les gens des villes et des campagnes autour de ça. Et pour ce qui nous concerne, et toutes les autres zones rurales qui sont touchées de la même manière que nous, l'argument qui nous paraît le plus grotesque, c'est celui du désenclavement notamment. On le sert, comme ça a été dit en intro, à toutes les sauces. Or, on s'aperçoit que l'enclavement, en fait, ça peut être positif en termes de dynamique, de sociabilité et de tout un tas de choses. Et le désenclavement, en fait, c'est le désenclavement pour qui et pourquoi? Parce que ce que ça va avoir comme répercussion pour ce qui nous concerne, avec la situation géographique que je vous ai décrite, c'est que nous, on va se rapprocher, pas physiquement, mais temporellement, on va être de fait rapproché un peu plus des métropoles qui sont les plus proches de nous, Saint-Étienne-Lyon, et on devient en fait à quelque part le terrain de jeu où les aires de prédation à un marché qui est le marché des résidences secondaires, qui est là aussi quelque chose qui n'est le fait que d'une certaine catégorie sociale de la population. Posséder déjà une résidence, déjà c'est le feu, mais alors une résidence secondaire, ben voilà. Et ce qui se passe chez nous, c'est qu'en fait, petit à petit, notre super président de région, dont je ne prononcerai pas le nom, va nous servir des arguments qui vont être qu'il veut cette route pour les gens de Haute-Loire. Mais non, en fait, les gens de Haute-Loire, ce qui se passe pour eux, c'est que c'est très compliqué de s'installer, à la fois en tant que paysan, et c'est très compliqué de décider de vivre en Haute-Loire quand on est jeune ou moins jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, parce que ce phénomène que j'essaye de décrire, eh ben, en fait, il fait monter une pression immobilière de ouf. Et en fait, parce que voilà, on devient l'agence immobilière des résidences secondaires de la métropole. Et ça, c'est un problème qu'évidemment on se garde bien de mettre en avant, parce que ça va à l'encontre des mensonges énumérés pour justifier ces routes. Donc moi, je suis partisane de l'enclavement positif. C'est-à-dire qu'en fait, il faut regarder la situation. Dans notre grande région Rhône-Alpes-Auvergne, il y a un autre exemple un peu moins de chapelle que ce que je décris là, qui est par exemple Aurillac versus Moulins. Moulins, c'est un hub de réseau autoroutier et c'est mort. Il ne s'y passe rien, il n'y a que des routes qui y passent. Aurillac, certes, c'est enclavé, mais ça reste une ville dynamique dans laquelle il y a des propositions culturelles et des gens qui, oui, effectivement, ils sont dans un bassin qui est un peu excentré, mais de fait, quand on est loin des choses, ben, on est obligé de nourrir les choses et de les créer, de les fabriquer, de se sociabiliser entre nous, d'imaginer des choses, de créer une dynamique, quoi. Donc l'argument du désenclavement, je peux encore longtemps vous bassiner avec le fait que c'est un mensonge grossier, mais voilà, je pense que c'est à peu près ce que je voulais dire pour ma partie. Et par ailleurs, il y a plein d'autres moyens de faire se déplacer les gens que par la route. Et donc, il y a aussi plein d'alternatives qui sont possibles à mettre en place pour faciliter l'accès à certains services publics, notamment. Alors, il y aurait aussi la solution de cesser de les concentrer dans les métropoles. C'est une autre piste qui pourrait être explorée. Et par contre, il y a des trucs qui fonctionnent très bien quand on les transporte par la route, c'est les marchandises. Et nous, moi, ce dont je vais vous parler, et aussi parce que c'est quelque chose que nous, on vit dans mon collectif à moi, donc à côté à Rouen, c'est que, en fait, ces routes, et c'est un peu ce que je disais au début, quand on s'est rencontrés, on a commencé à tracer aussi les différents projets sur une carte.
Et on s'est rendu compte qu'ils faisaient tout plein que ces projets, en fait, ils finissaient de mailler le territoire pour la circulation des poids lourds, principalement. Et qu'ils étaient aussi reliés donc, à des hubs, là, des pôles un peu de circulation aussi de marchandises. Volontairement, moi, je vais parler plutôt de la question des marchandises parce que, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté ça, mais en tout cas, on essaye de faire attention, nous, dans la coalition, à ne jamais aller sur la question des déplacements individuels, enfin en tout cas de ne pas faire comme si la question des routes était en fait une question qui était à la charge des citoyennes et des citoyens, à la charge des personnes qui devraient faire évoluer leurs pratiques et prendre un peu plus le train, prendre leur vélo, machin. En fait, oui, d'accord, très bien. Mais le problème, c'est qu'en continuant à construire des routes, on favorise pas du tout l'accès à la transformation des comportements qui, par ailleurs, en fait, est une partie assez minime des impacts, notamment en termes de pollution atmosphérique ou d'émissions de gaz à effet de serre, de ce qu'on appelle le trafic routier. L'essentiel de ça, c'est quand même le trafic de marchandises. Et nous, les projets contre lesquels on se bat, ils sont pensés en fait au service de cette économie-là, plus qu'au service des gens. Et donc, c'est cette économie qu'il faut changer, et c'est pas les gens qui doivent changer. C'est les choix politiques. Enfin, peut-être ceux qui prennent leur jet privé, ils peuvent changer quand même de comportement. Mais bon, ça, voilà, c'est un autre sujet. Et donc, nous, par exemple, le projet d'autoroute à l'est de Rouen, qui était appelé contournement est de Rouen, hein, mais que maintenant on n'appelle plus trop comme ça, parce qu'en fait, ça n'a jamais été un contournement est de Rouen, ça a toujours été un contournement ouest de Paris. Et ce projet, il est donc pas pour les Parisiens, hein, mais pour en fait, et c'était assez marrant parce que quand on a fait notre grosse mobilisation en mai, les bâtons dans les routes, là à Léry à côté, la presse n'arrivait pas à joindre de personnes qui voulaient défendre le projet. Ils n'arrivaient pas à joindre le député, ils n'arrivaient pas à joindre, personne ne voulait répondre, le MEDEF, la CCI, voilà. Et il y a quand même le président du département à un moment qui a répondu à la presse et qui a dit ah mais ce projet c'est un maillon manquant de l'axe Calais-Bayonne, Rotterdam-Lisbonne pour le trafic de marchandises. Et moi j'ai vu l'interview, je me suis dit bah merde, ça y est, ils le disent quoi. En fait, l'argument, c'est pour les gens, c'est pour la fluidification. Non, en fait, maintenant, c'est terminé, ça marche plus. On va carrément le dire, c'est pour faire circuler des camions du nord au sud de l'Europe. Il faut cette autoroute pour ça, quoi. Et effectivement, ce projet-là, contre lequel moi je me bats à Rouen, donc il y a ce projet-là. Ensuite, en dessous, on a des camarades qui se battent contre le projet d'A154, A120, qui est donc entre Dreux, Évreux, Chartres, qui est donc un autre projet d'autoroute qui descend, qui est directement lié à celui contre lequel nous on se bat. Et en dessous de ça, on a des camarades qui malheureusement ont perdu cette lutte, mais qui autour d'Orléans, qui se battaient contre un projet qui s'appelle la déviation de Jargeau, et qui est en fait le dernier bout en dessous de la 154 à 120, qui permet d'alimenter facilement en marchandises tous les entrepôts logistiques qui, je ne sais pas si vous êtes passé récemment en voiture autour de Orléans, c'est un champ d'entrepôts logistiques. En fait, les entrepôts logistiques sont devenus le nouveau paysage dans cette zone de la France. Il y avait déjà la Beauce, maintenant il y a les entrepôts logistiques en plus, donc c'est pas la zone la plus hospitalière. Il y a d'ailleurs une coalition avec laquelle on travaille qui s'appelle la coalition Lutte Locale Centre et qui se bat justement contre cet accaparement de tout l'espace là-bas dans cette région. Ils disent que la région Centre est devenue une entreprise de développement économique au service de la logistique. Et donc c'est vraiment assez marquant. Et donc nous, le projet d'autoroute contre lequel je me bats, celui du dessous, etc., tout ça c'est lié à ce hub un peu logistique, et ensuite ça continue à descendre et ça va jusqu'au sud de l'Europe, etc. Et donc ces routes, elles sont pensées pour ça, en fait. Elles sont pensées pour ça, c'est leur objectif. Et tous les arguments qui sont servis autour ne sont que des arguments qui visent à faciliter l'acceptabilité sociale et politique de ces routes, et voilà, qui sont en fait, c'est pas les arguments de réponse aux besoins qui précèdent à l'idée de la route. C'est vraiment les arguments de comment est-ce qu'on maille le territoire pour faire circuler des camions. Et il y a des projets aussi, alors c'est le cas du mien aussi, mais c'est aussi par exemple celui du contournement de Arles. Donc ça, le contournement de Arles, pareil, eux, ils ont décidé d'arrêter d'appeler ça un contournement. Donc l'autoroute, je crois que c'est l'A54, mais je ne sais pas si on a des camarades de Arles qui sont là. Et donc eux, carrément, leur projet, donc c'est 900 hectares de terres agricoles détruites, 40 fermes impactées. C'est du délire total. Alors, il n'y a pas encore d'enquête publique sur ce projet, donc on a bon espoir que ce soit un projet qui soit abandonné
quand même prochainement. Mais donc ce projet-là est lié en fait au développement du port de Marseille. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a un gros développement. Donc nous, on travaille sur la question des routes, mais en ce moment, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a un gros développement de la logistique fluviale qui peut paraître comme ça un petit peu décarboné, comme on aime beaucoup dire maintenant, un petit peu voilà, plus écolo et tout. On peut faire passer plus de marchandises sur une barge que sur, sur un camion, enfin voilà, évidemment. Mais en fait, c'est des projets qui sont catastrophiques écologiquement et socialement aussi. Chez moi, c'est l'axe Seine. Dans le sud, c'est la liaison Fos-Salon, enfin le port, alors comment ils appellent ça c'est Marseille, Fos-Lyon. Et donc, tous ces pôles en fait, de développement de la logistique fluviale promettent non pas un verdissement ou une décarbonation des transports et de l'économie de la logistique, mais un accroissement permanent du trafic, de la compétitivité entre les ports européens, de la compétitivité entre les pays au niveau économique en Europe. Et les routes, forcément, permettent aussi le développement de cette logistique-là, parce qu'il n'y a pas des fleuves qui vont partout. Alors, ils en creusent, hein. Dans le nord, ils veulent creuser le canal Seine-Nord-Europe, donc c'est le chantier du siècle, 2500 hectares d'artificialisation de berges et de zones humides. De la bouche même du directeur du projet, je l'ai entendu la semaine dernière, quand on construit une autoroute, c'est bien, ça peut être intéressant, mais malheureusement, on ne peut pas construire à chaque kilomètre une plateforme logistique ou une construction industrielle ou économique. Là, on pourra. Et voilà, et donc là, tout le monde était vachement content dans la salle. Et nous, on se disait, waouh. En fait, et donc les routes servent aussi à ça, quoi. Les projets de développement de la logistique fluviale ne se substituent pas au développement des routes, mais sans le développement des routes, ces projets-là ne peuvent pas voir le jour aussi facilement et aussi bien que ce qu'ils le souhaiteraient. Donc, on réfléchit un peu à ça, nous, aussi, au sein de la coalition. C'est quoi la pensée de la logistique ? C'est quoi la pensée logistique ? Tout à l'heure, tu disais, il faut ralentir, peut-être ralentir voilà, le chemin de l'eau, voilà, mais la pensée logistique, c'est une pensée de guerre, c'est une pensée de compétitivité, de comment est-ce qu'on gagne, comment est-ce qu'on va plus vite, comment est-ce qu'on fait circuler plus, toujours plus, et comment est-ce qu'en fait on rationalise et on optimise le moindre déplacement, comment est-ce qu'on transforme en fait toutes nos vies en une espèce de, enfin vous le voyez, je sais pas, on prend le train, faut passer le QR code là, après faut passer le QR code là, après voilà, enfin nos vies sont gérées comme des marchandises, tout est géré comme ça dans une espèce de flux incessant à optimiser, à rationaliser, à rendre plus performant, plus combatif. Et les routes sont aussi un outil de ça. Et nous, on pense que le monde, il peut se construire autrement que dans la compétitivité, que dans la productivité, que dans la performance, que dans la guerre. Et qu'au contraire, ce dont on a besoin maintenant, c'est de penser des formes d'organisation collective qui se font plutôt sur des bases de solidarité, de complémentarité et de coopération, de décroissance, voilà, on pourrait mettre plein de choses derrière tout ça, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui nous anime beaucoup. Et on trouve que les routes sont un objet politique super intéressant à déconstruire, à analyser, et bien sûr, quand je dis déconstruire, je le pense idéologiquement, mais aussi matériellement. Voilà, c'est dit. Sur le réseau local, Juste un petit mot sur l'illustration locale en fait de ce réseau. Donc elle le disait, en fait le port de Marseille a décidé d'augmenter sa capacité de 40% en 10 ans. Ici il y a Port-la-Nouvelle qui est en train de se construire, qui est un port pétrolier à Narbonne. Le port de Sète qui est très important. Il y a le port de Gênes et le port de Barcelone qui sont très importants. Montpellier est sur l'axe, la diagonale européenne du transport de marchandises. Et en fait on s'est découvert que tous les projets du sud de la France qui sont Arles, Nîmes, Avignon et ici, en fait, sont un accélérateur, un chemin beaucoup plus rapide pour les camions. Ils sont pensés ensemble, et c'est pour ça qu'on lutte ensemble. En fait, c'est un véritable projet industriel, au moins à l'échelle du sud de la France. Et il y a une explosion du trafic maritime, en fait, et c'est étrangement, énormément de projets routiers ressortent en ce moment. Voilà. Et on parlait de... Enfin, je dis on, mais c'était moi, là, je parlais de déconstruire matériellement les projets routiers. On assiste à une... Donc, il y a les projets routiers qui s'accélèrent, qui sont présents, il y en a plein, il y en a une centaine à peu près en France aujourd'hui. Mais il y a aussi une mobilisation qui grandit très fortement
autour des projets routiers. Contre les projets routiers, je le disais, on était 12 000 au printemps dernier à se mobiliser contre ces 2 projets d'autoroute-là. Là, dans notre saison de mobilisation d'automne de la déroute, il y a 14 dates avec pareil des centaines de personnes qui vont se mobiliser un peu partout. La semaine prochaine, après s'être défendu ici contre le lien, on ira bien sûr lutter contre le projet d'A69. Et c'était peut-être à un moment, on voulait aussi peut-être finir, ou enfin en tout cas ouvrir la suite de ce temps passé ensemble sur la question de qu'est-ce que c'est que se mobiliser et se battre contre ces projets aujourd'hui. Voilà. Mais du coup, je vais peut-être laisser Olga en parler. Ouais, merci. Alors, j'avais pas prévu de répondre spécifiquement à cette question, mais je crois que je vais y répondre un peu quand même, parce que j'ai préparé plein de trucs à dire. Du coup, Olga, bon, c'est pas mon vrai prénom, mais je viens avec Alain de la lutte contre l'autoroute A69. J'étais en grève de la faim jusqu'à mercredi, là, on était 15 à la fin quand même. Moi, j'ai fait 35 jours. C'est pas un mode d'action que je publicitais à la base, mais ça a permis vraiment de remettre le sujet au centre de la table. Enfin, je vais pas revenir sur les débats sur la grève de la faim, mais on peut en sortir que victorieux aujourd'hui au vu de l'ampleur que ça a pris. Et donc voilà, on arrête après 35 jours. La 69, depuis un mois, du coup, c'est revenu un sujet médiatique national. Ça avait été déjà le cas en avril, mais c'est vraiment revenu avec la reprise des coupes d'arbres, la répression immense et les grèves de la faim. Pourquoi c'est un symbole? On l'a déjà tout dit sur les routes, le développement du capitalisme et tout. Comme les bassines sont un symbole par rapport à l'eau, en fait, les routes, c'est un symbole par rapport à absolument tout, quoi. En fait, c'est le développement du système dont on veut pas, parce que une route, c'est toujours plus de transport. En fait, tout ce qu'ils ont dit. Et en fait, j'ai noté plein de trucs, mais nous, ce qu'on demande, c'est un moratoire. Ça va être difficile à obtenir, c'est sûr. Comme l'ont demandé les bassines d'ailleurs, notamment cet été, moi j'étais au convoi de l'eau, on a demandé un moratoire, bon ça n'a pas marché, tout ça. Je ne dis pas que le moratoire sur les routes va être facile à obtenir, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un énorme phénomène de société, en fait, comme avec la dissolution et le soulèvement de la Terre, où il y a de plus en plus de gens qui luttent contre le système, en fait. Et moi, j'ai envie de dire, comme les bassines, ça avait été scandé que grille par grille et bâche par bâche, on les démontrait si elles sont construites, les routes, c'est pareil, en fait. Si la 69 voit le jour, elle va pas rester là longtemps parce qu'on va aller retourner le goudron, on va aller faire sauter les ponts. Et voilà, je pense que c'est ça qu'il faut dire. Et que la semaine prochaine, on se retrouve tous à Castres. Et que même si on est des dizaines de milliers à se mobiliser la semaine prochaine, s'ils continuent leur projet, on va aller le démonter. Et ça va être pareil avec le lien et tout. Je pense que c'est vraiment que le début, en fait, de tout ce qui se passe. Et un aspect qu'on n'a pas dit aussi sur les projets routiers, c'est que nous, avec la 69, il y a des gens qui ont un peu fouillé, enquêté dans tous les petits micmacs entre les entreprises et les politiques. Et il va y avoir une émission complément d'enquête qui va sortir cette semaine, je ne sais plus le jour, Alain, sur les liens entre la Macronie notamment et le projet. Jeudi, voilà. Un énorme dossier, 1 heure au moins, je crois, spécialement à 69. Et voilà, donc ça va être super intéressant. Et c'est se rendre compte aussi de la place que prennent les entreprises dans la politique. D'ailleurs, je me demande si vous avez la réponse, mais qui c'est qui construit le lien? Le promoteur, enfin le concessionnaire, c'est? Il n'y a pas de concessionnaire, c'est un projet du département. Ok, il n'y a pas de concessionnaire. NGE qui est la partie. Et voilà, c'est NGE. C'est bien ce que je me disais. Voilà, NGE qui fait aussi le tram 5. NGE qui est une entreprise qui commence à se faire connaître de plus en plus et à la fois qui reste discret parce que ça va sans doute sortir dans le complément d'enquête, mais ça fonctionne un peu différemment de Vinci ou autre. Je ne saurais pas expliquer, mais en gros, ils déposent des nouvelles entreprises à chaque fois pour éviter Enfin bref, c'est un système pour éviter, c'est quoi, l'impôt, c'est ça? Pour éviter de payer les impôts. Dans tous les grands projets, on crée une société, ça c'est pas nouveau. Par contre, NGE, ça veut dire nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est-à-dire que ça, franchement, ça plaît à Macron. Hein. Franchement, là, on est en plein dans le moderne et dans le progrès. Pardon. Prochaine coalition. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est un fonctionnement quand même particulier, je crois. Et c'est NGE, donc c'est pas Vinci. Et NGE qui grossit de plus en plus.
Et nous, on a à cœur de taper un peu sur NGE la semaine prochaine. Et par rapport à ça, du coup, et en fait, ça crée que des autres sociétés. NGE, ça regroupe les autres sociétés. Et sur la 109, c'est Guintoli à Tosca. Sur le tram 5, c'est probablement une autre société. Vous voyez souvent des camions passer avec d'autres noms. Ça peut être EHTP, des tas de noms différents. Mais c'est NGE, le petit logo avec du bleu et du jaune. Et par rapport à l'autoroute Castres-Toulouse, on a ramené du coup plein d'affiches comme j'ai mis là. Elles sont à la fois rouges et violets, mais c'est le même truc. Elles sont toutes au stand de la Déroute des routes. Vous pouvez en prendre plein pour faire plein de collages, des tracts aussi. Ce qui se passe, c'est que c'est devenu tellement un sujet national qu'il y a des réunions d'infos sur le projet international même. Il y a des réunions d'infos qui sont organisées partout en France. Il va y en avoir plein. Il y en a encore ce week-end, il y en a la semaine prochaine, il y en a partout. Il y en a même à Figeac, dites-vous, à Rennes, Lille, Lyon, à Limoux. Et il y en a une à Montpellier, mardi 17 à 18h. Et là, c'est pour les étudiants. Si vos potes ne sont pas convaincus, ramenez-les à la réunion d'infos. Mardi 17 à l'université Paul Valéry. Sur l'affiche, il y a marqué Précision à venir. Tout ça, c'est sur les réseaux sociaux de La Voix est libre ou XR Toulouse. Les soulèvements aussi doivent relayer le GNSA. Donc, réunion d'info Montpellier mardi, notez bien, 18h. Et voilà. Et prenez des tracts et venez sur le terrain la semaine prochaine. La grosse manif, c'est donc samedi à 12h. On fait pique-nique manif. Et moi, voilà, je pense qu'il y a des covoiturages, il y a des tas d'infos sur le net, il y a un fil Telegram d'infos, il y a un fil covoiturage, il y a des trucs Mobico. Il y a un stand de covoiturage ici. Il y a des tableaux de covoiturage là, ça va être le feu. Moi, je planche bien sur 50 000 personnes, voilà. Non, j'y pense sérieusement. Et voilà, et j'espère que vous revoir tous la semaine prochaine, sauf qu'en fait, je ne vous verrai pas parce que vu que j'ai un contrôle judiciaire, je ne pourrai pas être là. Mais voilà, merci. Juste pour conclure, à propos de la 69, malheureusement, vu l'acharnement qu'ils mettent à tout détruire le plus vite possible pour dire c'est irréversible, il est probable qu'elle se fera. Par contre, ça sera probablement la dernière. Et je crois que l'espoir, il est là. Non, je sais, c'est juste parce que quand même, je pense qu'il fallait le dire, mais quand on dit international, c'est qu'il y avait des grévistes de la faim qui étaient au Burkina Faso. Voilà, je voulais juste le rappeler. Alors, je finis un peu là-dessus et après, je repasserai la parole parce que je vous avais annoncé qu'on ferait des petits ateliers et tout, mais comme effectivement, on avait déjà 1 heure de retard à la base, on ne va pas pouvoir le faire, mais on a une autre proposition à vous faire. Et juste sur la question de la mobilisation, nous, on a fait cette saison de mobilisation. J'essaie de vous retrouver, mais vous pouvez trouver le petit truc à l'entrée. Mais voilà, je ne sais pas si vous aviez vu l'affiche de l'automne de la Déroute des routes avec ces petits champignons qui transpercent le béton. C'est un champignon qui existe vraiment, qui s'appelle l'agaric des trottoirs et qui, un peu partout, peut se répandre et casser le béton et pousser en dessous. Et donc, on aimait bien ce symbole. Et pour vous donner un truc un peu que nous, on a trouvé fort cette semaine et qui nous a... qui nous donne de la force, c'est que jeudi, on était en rendez-vous avec Clément Beaune, avec 7 autres organisations qui nous avaient invités, France Nature Environnement, les Amis de la Terre, Greenpeace, le Réseau Action Climat, la FUB, le GNSA, et j'oublie quelqu'un, Agir pour l'environnement, qui sont donc des ONG qui sont assez reconnues, qui sont des organisations qui sont reconnues pour leur sérieux, pour leur capacité de mobilisation et qui ont l'habitude de dialoguer avec le ministère. Jeudi matin, toutes ces organisations, elles avaient décidé d'aller au rendez-vous auprès de Clément Beaune en nous laissant la parole à nous uniquement, en introduction. On n'a pas pu y aller, mais on a préparé le rendez-vous avec elle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le ministre et ses conseillers avaient prévu de faire tout plein de petites discussions avec eux sur les critères, qu'est-ce qu'on peut abandonner, c'est quoi, alors quel projet, essayer de faire une espèce de truc, de, je sais pas comment de benchmark des projets pour savoir ce qu'on fait plus. Et en fait, toutes ces organisations sont arrivées en disant, en fait, non. Nous, on n'est pas là pour faire du cas par cas comme vous prétendez le faire. On est là pour vous parler de politique. Nous, ce qu'on veut, c'est un moratoire sur tous les projets routiers. Et les organisations ont tenu bon pendant 1h30
face aux tentatives désespérées du ministre et de ses conseillers de percer le front uni qu'elles étaient venues tenir. Le ministre n'a pas réussi à faire ça. On est tous sortis, donc ces 8 orgas, en sortant un communiqué de presse qui a beaucoup énervé le ministre en disant que sa surdité était inacceptable et qu'aujourd'hui on ne se contenterait pas de miettes, on ne se contenterait pas de quelques abandons, que quelques abandons ne feraient pas faiblir la mobilisation. Au contraire, ça ne ferait que la renforcer pour se dire justement que si c'est possible d'abandonner certains projets, en fait, ça devrait être possible de tous les abandonner, puisqu'ils ont tous les mêmes impacts et les mêmes logiques. Et donc voilà, cette proposition de moratoire, elle fait comme la garrigue, là, elle pousse, elle continue à prendre de l'ampleur, et toutes les mobilisations qu'on pourra organiser à partir de maintenant contre ces projets routiers auront aussi pour objectif que ce soit non au lien, ni ici ni ailleurs, non à la 69, ni ici ni ailleurs, non à la 133, 134, ni ici ni ailleurs. C'est contre les routes et leur monde qu'on se mobilise ce week-end, et puis le week-end prochain, et partout ailleurs. Et on a un petit truc à vous proposer pour la suite, même s'il y aura plein d'autres choses à faire ce week-end. Oui, vu que les ateliers, ça tombe à l'eau parce qu'on a trop de retard, on avait prévu de vous proposer de réfléchir à un monde sans route. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Qu'est-ce que vous auriez comme idée, vous, pour dans un monde où il n'y aurait pas tous ces projets ne tomberaient tous à l'eau, quoi. Et donc, on va laisser sur la table les thématiques autour desquelles vous pouvez réfléchir. Et si vous avez des idées, vous pouvez les laisser sur la table toute la journée jusqu'à ce soir. Les concerts, le chapiteau est libre. Donc, vous pouvez discuter entre vous autour de ça et laisser les idées. Puis moi, je voulais quand même faire un big up au SOS Oulala et au BTP, parce que pour ma part, vu qu'on est dans la partie sud de la France, et la déroute, elle est née ici, à Montpellier. Et c'était trop chouette. En tout cas, la déroute, elle nous a donné énormément de force. C'est hyper intéressant au niveau politique et intellectuel de réfléchir à tous ces gens, tous ces cerveaux-là. Hyper différents. C'est fabuleux parce que c'est une coalition avec des profils militants ultra différents. Et en fait, ça marche du tonnerre. Genre, on arrive vraiment... Enfin, c'est incroyable. Bref. Et juste, je vais vous donner les thèmes des ateliers. Donc, il y a la question de la relocalisation du travail, relocalisation des services publics, la gestion de l'alimentation, l'agriculture et le démantèlement des industries, d'autres formes de sociabilité en dehors des routes, d'autres réseaux de transport, y compris un transport mondial, un réseau mondial qui ne serait pas pour transporter des marchandises, mais peut-être pour transporter des gens, mais pour se rencontrer, s'échanger des savoirs, d'autres façons d'être en relation que le tourisme de masse et les marchandises. Et une autre question sur la gouvernance aussi. Voilà. Donc, je vais vous faire juste un rapide point sur les mobilisations du week-end et après, on vous passera la parole pour des questions. Donc là, à 14h, on va se retrouver et on va partir en balade pour vous faire découvrir la biodiversité du plateau de Bel-Air et de la garrigue. Parce qu'en fait, là, on est assis sur un trésor écologique à Montpellier, mais pas que. En fait, la biodiversité du sud de la région méditerranéenne, c'est une des 5 plus riches au monde. Et là, le plateau de Bel-Air qu'ils vont détruire, c'est le plateau le plus riche en biodiversité de tout le nord de Montpellier. C'est un véritable trésor écologique qui va être saccagé. Donc on a envie de vous le présenter et de vous dire à quel point aussi on peut avoir des interactions avec le vivant, qui ne sont pas uniquement de la destruction, mais des interactions positives et qui favorisent le vivant en général. Il faut que je demande des bénévoles ? Ah oui, on a besoin de bénévoles, du coup, partout, j'imagine. Donc, il y a des tableaux de bénévoles à l'accueil. Voilà. N'hésitez pas à venir. Eh bien, ça vous va qu'on passe aux questions ? Si vous en avez. Ah oui, pardon. Après 14h, eh ben, on va rentrer. Et là, il y aura des concerts incroyables. Il y aura 2 concerts, des tabanards qui sont du baltrade militant. Très drôle. Qu'il y avait à Castres-Toulouse, on vous les a piqués. Et les Poplités, un groupe de filles qui ont une méga patate, qui font de la musique brésilienne, donc voix et percussion. Voilà.
Et demain, il faut venir, ça va être vraiment très chouette aussi. Il y a une assemblée des luttes le matin. Et l'après-midi, il y a une balade surprise sur le thème du greenwashing. Voilà. Ah oui, c'est un carnaval, du coup, vous pouvez venir déguiser. Les questions, s'il y en a. Quelqu'un a envie de... Ah. Vas-y. Tu veux... Il y a un micro si tu veux. Mais juste, on a personne. Oh, merci, fabuleux. C'était pour savoir où est-ce qu'on peut trouver des spores de vos champignons pour ensemencer nos bitumes. Prochaine saison, c'est ça. C'est une hyper... On en cherche. Si vous avez des propositions, une ferme de champignons, voilà, n'hésitez pas. Bonjour, je ne me rappelle plus qui a dit qu'il ne faut pas mettre l'accent sur la responsabilité individuelle, je suis bien d'accord, mais vous ne considérez pas qu'il faut aussi sensibiliser les gens par rapport à leurs habitudes de consommation, parce que si on a des entrepôts logistiques, c'est parce que les gens continuent à acheter chez Amazon, donc les ministres vont dire oui, il nous faut des entrepôts parce qu'il y a une demande. Donc, quel est notre rôle en tant que citoyen et citoyenne, en tant que militant, pour sensibiliser, pour changer aussi le paradigme de nous tous et toutes? Là, je vais répondre en tant que collectif SOS Oulala. Sûrement, il y aura peut-être des points de vue différents. Nous, on considère que c'est pas dans cet ordre-là que ça se fait. C'est pas il y a un besoin, donc il est rempli, et c'est dommage, c'est des besoins climaticides. Dommage. En fait, il se trouve que c'est la pression de l'offre. C'est le capital qui propose quelque chose de force, y compris si ce n'est pas rentable. Je vais prendre l'exemple du décathlon qui devait être construit là. En fait, il devait construire un décathlon sur les terres à côté de Saint-Gély, sur la commune de Saint-Clément. Ils ont perdu grâce à la mobilisation. En fait, on n'a pas besoin de décathlon dans le nord de Montpellier. Il n'y a pas besoin. Simplement, ça leur permet d'acquérir des terres pas chères, de quand même développer un commerce immédiat. Enfin, voilà, c'est la pression de l'offre. On offre ça avec toutes les dispositions, la route, les parkings, pour que ça soit facile pour les gens. Du coup, on incite les gens à y aller. Et même si ça ne marche pas, c'est pas grave, parce qu'en fait, ils ont récupéré du foncier et qui ensuite, dans l'accroissement de la métropolisation, deviendra des zones habitables. Et en fait, ils multiplient par 20 ou par 100 le prix du foncier. Donc, c'est des opérations immobilières. Et du coup, en fait, c'est pareil pour la voiture. En fait, tant qu'on construit des infrastructures et un monde tourné autour de ça, on force les gens. Voilà, c'est la pression de l'offre. Tu veux dire un autre truc? Je trouve que c'est aussi un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Il n'y a pas de bus, donc je prends la voiture, ou je prends la voiture, donc il n'y a pas de bus. Et aussi sur la question des besoins, en fait, on nous dit souvent ça, mais en fait, il y a énormément de besoins de la population qui ne sont pas remplis. Et donc voilà, en fait, c'est pas le besoin qui fabrique, voilà. Par contre, on pourrait réfléchir à tous les besoins fondamentaux qui ne sont pas remplis par les institutions publiques et le capital, et qu'on pourrait remplir nous, autrement. Et sur la question de la sensibilisation, mais c'est super intéressant comme question, et je pense que souvent dans nos collectifs d'ailleurs, on essaye beaucoup de sensibiliser quand même la population, d'aller tracter, enfin voilà, c'est quand même quelque chose de faire des réunions publiques, parce qu'il y a des gens qui soutiennent ces projets-là aussi, c'est vrai. Bon, alors il y en a pas beaucoup en vrai, mais c'est juste souvent on ne pose pas trop la question. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, on a plutôt tendance à se dire, là, Romain disait tout à l'heure pendant la conf de presse que le président du département, je crois ici, là, qui se vantait l'autre jour d'être en charge du projet de lien depuis 1988. En fait, il faut partir maintenant. C'est bon. Il faut arrêter. Enfin, nous, on se dit qu'aujourd'hui, stratégiquement, ce qu'on a envie de faire, c'est plutôt d'aller chercher ces gens-là qui imposent leur vision du monde et qui imposent des besoins aussi aux gens, qui imposent des pratiques aux gens sans leur proposer d'alternatives. C'est ces gens-là qu'il faut convaincre d'arrêter de s'accaparer, de privatiser et de mettre de l'argent public là où il ne devrait pas être. Pour autant, la question de comment est-ce qu'on réfléchit ensemble et comment est-ce qu'on s'organise aussi ensemble pour construire autre chose, pour vivre autrement, elle est aussi importante. Et à travers les luttes qu'on partage, cette question, elle est posée.
En fait, dans un collectif, d'ailleurs, je voulais laisser la parole aux copains de Nîmes, mais je les vois pas. Mais moi, par exemple, par Rouen, dans le collectif, il y a les syndicats, des partis politiques, des associations, des machins, des trucs. Enfin, il y a 50 organisations qui se réunissent ensemble et qui disent OK, on veut pas de cette autoroute-là, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut à la place ? Et c'est quoi nos vrais besoins ? Et comment est-ce que, là, en fait, les gens, ils ont quand même besoin de se déplacer, on ne peut pas dire que c'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qui pourrait être pensé pour répondre à ces besoins-là sans, voilà. Et donc, plus que de la sensibilisation, parce que moi, je pense que les gens sont sensibilisés globalement, mais que juste parfois, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas la liberté et la capacité d'avoir accès à autre chose que ce qu'on leur impose, quoi. Et donc plutôt que de la question de la sensibilisation, c'est plutôt la question de la réappropriation aussi du pouvoir de décision qui se construit dans ces luttes-là, et que ça c'est assez important à diffuser dans la population, aussi bien que voilà, des questions de sensibilisation. Mais donc cette idée de la question du pouvoir individuel d'agir, elle existe, mais on essaye à travers nos luttes plutôt de la transformer en puissance collective d'action ou de sensibilisation. Là, on en vient à l'idée de, en changeant mon mode de vie, de consommation, je vais faire baisser la demande, et donc le marché va s'autoréguler dans le sens où il va me proposer quelque chose d'autre. Mais en fait, le marché et les entreprises n'ont pas pour objectif la préservation de l'environnement ou le bien-être des citoyens. Ça reste des entreprises capitalistes dont l'objectif c'est de faire du profit. Et donc ils vont réussir à trouver un nouveau marché, un nouveau produit qui va permettre aux gens de consommer avec l'impression, une culpabilité qui va réduire. Et donc je ne pense pas que personnellement que ce soit les entreprises qui doivent gérer ces problématiques-là, et qui doivent être leaders, parce qu'elles ne vont jamais aller dans ce sens-là. Et c'est aux instances citoyennes et notre gouvernement et notre pouvoir législatif, on doit mettre en place des lois et une action globale citoyenne qui empêche ce genre de pratiques et ce genre de projets. Moi aussi, je voulais juste dire quelque chose. Je pense que c'est une bonne idée de sensibiliser les gens à la protection de l'environnement et au mode de consommation en général, mais je suis assez d'accord avec le fait que quand même, c'est pas forcément un choix. Il y a plein de gens qui sont prisonniers du système tel qu'il est. Et de toute façon, cette tendance à individualiser les responsabilités et à culpabiliser les gens, c'est le pendant pour le pouvoir de continuer à ne pas prendre ses responsabilités, ne pas endosser ses responsabilités. Là, on est quasi dans le mur et en fait, on voudrait faire culpabiliser les individus. Et en plus, individualiser les culpabilités, c'est aussi détruire le collectif. Donc moi, je pense que c'est une question intéressante, mais ça suffira pas, quoi. Bon, du coup, c'est un peu loin de ce que disait Nora, mais bon, par exemple, nous, on a dans notre collectif une entrepreneur ou une entrepreneuse, je sais pas, qui est particulièrement dynamique, qui a quand même 50 employés. C'est une chevrière qui faisait des chèvres mohair, qui a créé une industrie, enfin, qui fait donc des produits qui sont chers, qui les vend et qui s'inscrit, à mon avis, dans un mouvement qui commence quand même à prendre de l'ampleur, où les gens sont prêts à payer un peu plus cher des choses pour peu que ça soit de la qualité, que ça soit local et éthique. Tout le monde ne peut pas le faire, mais ce n'est pas une raison pour tirer vers le bas. J'ai entendu aussi l'autre jour à la radio l'entreprise Aflorac là, qui fait des jeans à 125 € le jean, et ça marche, ils recrutent. C'est-à-dire qu'il y a quand même un mouvement qui s'amorce. Voilà, c'est 2 exemples. Cool, on va y arriver. J'ai une petite question à Michel. Revenir quand même sur ces histoires de sensibilisation. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, hein, et les logiques de poule et l'œuf.
Mais pour prendre l'exemple concret ici du lien et de Montpellier, la métropolisation, etc., j'habite en ville, j'habite au centre-ville. Il y a toute une réorganisation énorme du centre et puis des cercles autour de la ZFE, hein, des zones à faible émission. Quand moi j'essaye, alors évidemment au centre-ville, il y a des gens qui sont sensibilisés à ces problèmes-là, mais ils sont quand même très minoritaires. Moi, quand je parle des histoires de liens au centre-ville, à part si c'est à la Carmagnole ou à la base, il n'y a pas grand monde qui soit au courant de ça. Et moi, je pense que, par exemple, arriver à articuler les histoires de ZFE, de métropolisation, avec les logiques de ce qui se passe dans les cercles plus larges, c'est très important. Voilà. C'était ma question. Comment faire pour que... par exemple, ma question, voilà, concrètement, c'est comment articuler ce qui se passe en ce moment avec la ZFE, la métropolisation et les luttes contre le lien et de façon plus large autour. Voilà. Bah là, on peut répondre sur la ZFE concrètement. En plus, en fait, la ZFE, c'est vraiment une arnaque à Montpellier. Parce que, en fait, c'est génial. Il y a un espèce de procédé magique qui consiste à exclure les grands axes routiers des zones de ZFE. C'est hyper pratique. Ce qui fait qu'en fait, les axes structurants importants de trafic routier ne sont pas dans le périmètre de la ZFE. Et du coup, on va faire comme le nuage de Tchernobyl. En fait, la pollution, elle va rester dans l'axe de la route, toute droite, comme ça, impeccable. Donc, vraiment, ça va... En fait, ce qui se passe, c'est qu'à Montpellier... la ville a été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne pour les questions de pollution de l'air. En fait, ils ont quand même envie de continuer à grandir, à s'accroître, à avoir l'attractivité, tout ça, ce qui est une catastrophe pour la pollution de l'air. Donc, ils mettent en place la ZFE pour dire on a quand même fait quelque chose, mais en fait, ça ne va pas du tout résoudre le problème de pollution, puisqu'en fait, ne sont pas prises en compte les routes où il y a des voitures qui roulent dessus. Je schématise, mais en fait, c'est vraiment ça. Hein. Notamment le lien. Par exemple, par rapport à Grabel, Grabel est dans la ZFE, le lien passe sur le territoire de Grabel à 10 mètres des maisons, mais c'est pas dans la ZFE, ça pollue pas, c'est magnifique. Voilà, donc nous on essaye de faire cette articulation-là. Après, elle est très difficile, hein, parce qu'il y a quand même une difficulté de compréhension des enjeux de la ruralité et de la campagne et de la périphérie par les gens qui habitent en centre-ville. Il y a quand même l'idée au départ que si on repousse la merde plus loin, c'est pas gênant. Sauf que le plus loin, c'est nous, en fait. Et on n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Qu'on a du coup aussi des modes de vie différents et tout ça qui peuvent s'articuler. Mais donc il y a tout un travail très long à faire de sensibilisation à cette question. Mais après, ça peut pas être que nous qui le portons. Enfin, on est un petit collectif. Du coup, si vous êtes convaincus, il ne faut pas hésiter à convaincre les gens autour de vous. Dit qu'en fait, ça va transformer profondément la ville, comme elle est en train d'être transformée, comme on l'a vu depuis l'ère de Fraîche, en fait. Montpellier, qui n'est plus une ville sympathique, populaire, qui devient une vitrine gigantesque et une métropole à l'échelle européenne, et qui est faite non pas à l'image de ses habitants, mais qui est faite pour recruter des gens de l'extérieur, notamment des classes des SCSP+. Donc voilà, et le lien est un élément important. Delafosse le dit d'abord, une métropole doit avoir son périphérique. Quand on lui a dit, mais du coup, c'est quand même à contre-courant de l'époque, en fait, il y a plein de villes qui pensent à végétaliser leur périphérique. Et là, il nous a répondu, oui, mais ils peuvent le végétaliser parce qu'ils en ont un. Je me suis dit, ce gars est un grand malade. Mais en fait, ça se tient. C'est qu'effectivement, Paris peut végétaliser son périphérique parce que le périphérique a fait son office, c'est-à-dire d'urbanisation. Maintenant, c'est urbanisé, donc effectivement, on peut le fermer. Donc là, ils ont besoin du périphérique pour urbaniser. Après, ils pourront réfléchir à le fermer. L'avenue de la Liberté, oui, en fait, là, c'est le 3e périphérique. Le premier, c'est l'avenue de la Liberté. Essentiellement, le lien, on dit que c'est pour soulager l'avenue de la Liberté. Donc, en somme, le fermer. Le 2e périphérique, c'est la route des ronds-points, le rond-point de chez Paulette et tout ça, qui est évidemment saturé et qui est urbanisé massivement. Le lien, ça va être pareil. Voilà. Du coup, on a des liens à faire, mais on a besoin de coups de main, en somme. Voilà. Il y a d'autres questions? Ouais. Une dernière? Vous avez faim après? Eh ben,
J'avais une question par rapport aux alternatives. La première, elle est plutôt simple et la deuxième, un peu moins. Qu'est-ce que vous pensez du train? Quelle est votre position par rapport à ça? Et deuxièmement, lié à ça, est-ce que vous vous êtes rapproché de collectifs qui essayent de réhabiliter des lignes de train désaffectées? Je pense à Railcoop notamment, qui essaie de refaire la Lyon-Bordeaux. Voilà. Moi, ce n'est pas une question, c'est par rapport au déséquilibre entre les zones rurales et les métropoles. Un facteur qui joue, c'est que la métropole, c'est sexy, au moins pour ces couches CMPP et je ne sais pas quoi. J'habite au Vigan et la maternité, elle a fermé. Et une des raisons pour lesquelles elle a fermé, c'est que les jeunes médecins, ils ne veulent pas s'installer chez les ploucs, quoi. Et voilà. Ils ne veulent pas s'installer en ville non plus, alors c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est grave. Alors ils veulent s'installer où? Bien sûr. Il y a des déserts médicaux en ville. La métropole, elle aspire en fait toutes les villes autour, notamment Nîmes par exemple. Notamment Nîmes, en fait, la métropole de Montpellier, en fait, les hubs, ça polarise. C'est-à-dire que tout ce qui est bien relié va attirer les activités et tout ce qui ne l'est pas va dépérir. Ou pas. Montpellier grandit au détriment de Nîmes, qui était une ville très importante il n'y a pas très longtemps, comme Béziers, tout ça. Montpellier a vraiment aspiré toute l'activité, y compris de l'arrière-pays, y compris de l'Odève, y compris de Ganges, en fait, qui étaient des pôles économiques et culturels importants. Olga va vous expliquer Oui, parce que vous avez parlé du train, ça me fait penser que nous, à Castres-Toulouse, on a une ligne de train qui ne fait pas exactement le tracé de l'autoroute, mais qui passe un peu au-dessus. Les villes ça s'appelle Lavore et tout. Et en fait, c'est une ligne de train qui avait été déjà rénovée, je crois, pour l'entreprise qui demande l'autoroute, qui est Pierre Fabre. Ils ont créé une gare spécialement pour le siège de l'entreprise, des tas de choses comme ça. Par contre, quand les citoyens demandent haut et fort, on dit on ne veut pas une autoroute, mais on veut plutôt améliorer encore la ligne de train, qu'elle soit plus pertinente et tout. Le gouvernement et même Carole Delga, qui kiffe le train, elle ne veut pas faire ça. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui est important à dire aussi avec la 69 et qu'on n'a pas assez évoqué et qui a permis aussi encore de faire monter le soutien populaire et scientifique, c'est qu'on porte un projet alternatif parce qu'on a un jeune urbaniste qui vient de la région Castres, là, qui nous a contactés et qui a imaginé un projet d'alternative à l'autoroute. On dit l'autoroute, c'est exactement le monde qu'on ne veut pas. Et lui, il a imaginé un projet avec exactement le monde qu'on veut. Il a appelé ça une autre voie. Et du coup, sur tout le tracé de l'autoroute, au lieu de faire une autoroute et décaisser des centaines de mètres cubes, lui, il veut reprendre les terres agricoles en main. C'est des terres en plus qui ne sont pas forcément dans une pratique agricole vertueuse, quoi. C'est des terres en conventionnel, maïs, tout ça. Lui, il dit on va faire plus d'agroécologie. Une emprise d'autoroute, c'est très large. Donc, en fait, on va à la fois aménager la route comme les collectifs le demandent depuis longtemps. Et donc, s'il y a vraiment des aménagements à faire sur la RN, parce qu'on l'a rappelé, c'est une route, l'autoroute A69, qui sera parallèle à la nationale. Donc, s'il y a vraiment des endroits où ça coince, comme les promoteurs le disent, on va faire des aménagements, on ne va pas couper les arbres, mais par exemple, on peut construire une portion de route, si vraiment c'est nécessaire, à côté des arbres et élargir. Sinon, il a aussi imaginé un projet de première véloroute nationale. Ça serait la véloroute 1 en France qui ferait de Castres à Toulouse. Et l'idée, c'est pas de dire on va aller de Castres à Toulouse à vélo. Non, c'est de, comme on le disait tout à l'heure, de reconnecter les petits villages, tous les petits bourgs. C'est de dire, si moi, je veux pas aller jusqu'à Castres, mais je veux bien aller au village à côté parce que là-bas, il y a un poissonnier. Donc je vais pouvoir prendre mon vélo et le faire en 20 minutes sans être emmerdé par les voitures. Mais c'est pas forcément de faire tout le tracé à vélo, mais même si ça simplifierait aussi les choses et ça serait possible. Et donc une véloroute qui serait plus fine que l'autoroute et à côté des tas de choses autour de l'agroécologie, d'autres centres, réhabiliter une base aérienne en station météo, une base aérienne existante, créer un gros bâtiment qui est la cité du vélo. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Et voilà, et en gros, c'est ça le projet Une autre voie. On n'a pas ramené de tract, mais c'est super intéressant et c'est encore une fois pour dire qu'on propose une alternative. On l'a proposé à Carole Delga, on l'a amené aussi à Clément Beaune. Ils nous ont dit oui, on regarde, ils n'en ont rien à battre.
Et voilà, et c'est magnifique le truc, et il y a un site internet, donc n'hésitez pas à aller voir, et ça peut être intéressant que tous les mouvements qui contestent ces projets aussi en France proposent des alternatives de ce genre-là. Voilà. Moi, je voulais juste dire que les milliards qu'on met chaque année dans le système routier, c'est des milliards qu'on pourrait mettre dans le ferroutage, qu'on pourrait mettre pour ouvrir des lignes de train, qu'on pourrait mettre pour construire des RER métropolitains, qu'on pourrait mettre dans les pistes cyclables, pour développer la marche aussi, on n'en a pas parlé. Voilà, donc il y a plein de moyens, mais c'est des décisions politiques, hein, bien sûr, tout ça. Le vélo est la dernière invention utile à l'homme et qui a fait progresser les manières de se déplacer, en fait. Après, la bagnole, c'est le pétrole et tout. C'est le seul vrai progrès. Et moi, pour répondre concrètement à la question, quand même, à la lutte des SUC, on n'a pas un projet d'alternative très élaboré, mais on commence quand même à être en lien étroit. On a co-organisé des événements avec notamment CGT Cheminot et un peu Sudrail et FO. Autant, enfin bon, je ne dirai rien sur FO, mais c'est étonnant, mais voilà. Oui, tout à fait. Et là-dessus, tous les collectifs proposent des alternatives qui ne sont pas les mêmes selon effectivement les besoins. Sur le train, deux éléments de réponse. Et sur la remarque de monsieur avant, la question de l'attractivité et de la logique, et de la compétitivité, c'est aussi ça c'était une remarque intéressante. Et sur le train, donc nous on était en juin aux côtés des syndicats de cheminots au Bourget devant le siège de la SNCF à l'invitation plutôt de Sud, mais tous les autres syndicats étaient présents aussi pour une mobilisation contre la privatisation du fret. Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, les cheminots se battent contre ça, contre la liquidation, ils appellent ça, de fret SNCF, parce que c'est toute une part de transport de marchandises qui est de plus en plus bradée au privé, au détriment, comme le disent les cheminots, en fait, de notamment l'entretien de petites lignes du train du quotidien qui en fait survivent aussi parce qu'il y a du trafic public de marchandises et de fret sur ces lignes-là. Mais si on privatise, si on liquide le fret public, en fait ces lignes-là ne seront plus suffisamment rentables et donc ne seront plus exploitées pour le fret et fermeront aussi pour le transport de marchandises. Donc c'est aussi pour ça qu'on était à leur côté. Et par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la SNCF organise elle-même sa propre concurrence par la route avec Géodis, qui est donc le premier transporteur routier, qui est une filiale de la SNCF. Et donc la SNCF liquide sa capacité d'agir de manière publique, plus ou moins, mais quand même plus que le privé, sur la question du transport de marchandises, au profit de son autre filière. Donc évidemment, c'est une question qui est hyper intéressante. Et un autre chiffre, sur les alternatives et sur l'argent et les investissements, là où le gouvernement actuellement est prêt à mettre 13 milliards dans des projets routiers, ils ont promis, je crois, et c'était une annonce assez magnifique, 700 millions sur les RER métropolitains, ce à quoi, dès le lendemain, le maire de Bordeaux lui a répondu que le seul RER métropolitain de Bordeaux, c'était 900 millions et qu'il allait falloir être un petit peu plus ambitieux si l'idée, c'était de proposer de l'argent pour que les collectivités puissent mettre en place des alternatives ferroviaires et de mobilité du quotidien accessibles à tout le monde. Et donc voilà, 700 millions pour le RER, et pour eux, c'est une grande victoire, mais à côté, 13 milliards pour la route, ils sont toujours prêts à mettre ça. On n'est pas trop d'accord. Et peut-être qu'on peut conclure là-dessus avec nos hôtes. Donc, on l'a vu, on est énormément de collectifs en lutte, et je crois qu'on est en train de gagner la bataille culturelle. On va gagner cette bataille-là, on ne va pas la construire, cette route, on ne va pas la construire non plus la vôtre, et ni la vôtre, et ni aucune. En fait, là, il y a encore 5 ans, c'était impossible de parler de ça, d'avoir ce débat-là comme ça. Personne ne serait venu, personne ne nous aurait écoutés. Maintenant, on prend conscience que c'est un véritable enjeu important, un enjeu stratégique au niveau écologique, social et économique. Si on veut choisir le monde dans lequel on vit, il faut absolument bloquer les projets routiers en premier. Enfin, voilà. Et en fait, nous, on est très optimistes. Le moratoire prend de plus en plus de place médiatique. On est entendu par toutes sortes de gens, parce qu'en fait, c'est une évidence. La route, tant qu'on n'y a jamais réfléchi, on est plus ou moins pour. Et en fait, dès qu'on commence à y réfléchir, on est très opposés. Donc, les mobilisations grandissent tout le temps. Et nous, on est très optimistes sur le fait qu'on va y arriver. Bon appétit. Ah, no macadam.